émission Le Monde Inconnu. Nous sommes sur Canal 2 et il est exactement 23 h. Alors ce soir, on va continuer avec notre thème sur la sexualité sacrée. Et une fois de plus, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de cette émission. Et il va nous dire en quelques mots de quoi il est question ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de la sexualité sacrée dans sa deuxième partie, où on va relever le pourquoi, le tabou en fait de la sexualité, parce que l'ignorance de son côté sacré dans le sens à être enseigné à ce que cela soit utile, parce que l'autre jour, lors de la dernière mission, j'ose dire, on a un peu parlé de la formation, de ce que serait la sexualité, non, la sexologie expérimentale. Bon, alors ce soir, nous allons essayer d'y aller encore pour explorer les tenants et les aboutissants du tabou qui fait en sorte que la société n'arrive pas à évoluer, parce que la sexualité est un élément de base qui permettrait à l'homme de savoir comment il est arrivé sur la terre, parce que le tout n'est pas de voir la chose dans le sens qu'on voit dans les maternités où les enfants sortent du sexe, et le tout n'est pas de voir la chose telle que ça se passe à l'amont où on prend plaisir avec son vis-à-vis dans le sens de l'accouplement, mais c'est d'aller au-delà de ça. C'est ce que nous essayons de décrypter à travers cette autre édition de votre émission Le Monde Inconnu. Vous, les téléspectateurs, voilà. D'accord. Donc, je pense que le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Moi, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement parce que nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu, avec votre chronique qui se décline en deux parties. Ensuite, vous aurez la réflexion et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Le train va quitter la gare, c'est tout de suite la première partie de la chronique. La mystique du sexe, deuxième partie. L'ignorance et la sexualité sacrée. Au cours de notre existence, tout ce qui est essentiel pour la vie de tout un chacun, le sexe par exemple, peine à bénéficier d'une étude approfondie sans tabou. Il nous est donc pas facile de savoir assez de choses tant sur nous-mêmes, sur les autres, moins encore en ce qui concerne l'univers. À bien des égards, l'homme voulant dominer sur ses vis-à-vis, il s'est plongé lui-même dans une sorte de confusion entretenue par le labyrinthe de ses suppositions, par un manque de connaissances spirituelles et divines, houspillé en profondeur par sa grande ignorance de ce qui est dans l'ensemble indispensable pour mieux vivre. Suite à ces prismes de la bêtise consistant à servir ou à se servir à tout prix de ses semblables, il a fini par créer une hégémonie de prééminence impérialiste. Celle-ci de cesse l'a embourbé et en est devenu un prédateur, un félin par excellence à l'égard des autres. Ceci l'a facilité la mise en place d'un système, celui de la domination de l'homme par l'homme. Grâce aux travaux issus de résultats de l'étude du fonctionnement du cerveau dans sa nature primaire et secondaire, le dit système a finalement permis au mieux l'atteinte des objectifs impérialistes de prédation. Résultat, le fait de mieux contenir les autres ou d'être au-dessus d'eux a fait de ces hommes qui se sont organisés en de telles pensées de devenir des dignes prédateurs. Leurs expériences ne s'est pas arrêtées en si bon chemin. Dans tous les cas, ils ont parvenu à fonder des instruments de formatage de cerveau à travers toute la communauté humaine sous le label de la religion, l'école, la politique, etc. Dans la première partie de cette édition, étant donné que l'ignorance est la mère des péchés, s'agissant de la sexualité sacrée, nous nous sommes appesantis à déplorer le fait que
les seigneurs de notre planète nous ont embourbés dans de faux concepts. Leurs ruses, les faisant manquer de sagesse, cela a donné naissance à une science sans âme dont la base de la connaissance de celle-ci a trouvé le meilleur de ses piliers dans l'ignorance. De quoi constater qu'il est le phénomène d'un système scolaire d'usinage du chômage pour la majorité des apprenants. D'ailleurs, particulièrement les apprenants des universités. Alors, nous voici de retour sur votre plateau, Le Monde Inconnu. Alors, professeur, ce soir, vous nous parlez de sexualité sacrée. C'est quoi la sexualité sacrée? Alors, la sexualité sacrée, c'est ce qui explique la sexualité comme étant à l'amont et à l'aval de notre existence sur la Terre. On peut donc dire que c'est le sexe qui nous a créés. C'est pas autre chose, parce que sans le sexe, on ne serait pas là. Alors, avant de nous parler de Dieu, il faut d'abord nous parler du sexe, d'où le côté sacré de la chose sexuelle comme étant un phénomène tout à fait énigmatique. Alors, dans cette énigme, on doit faire tout pour désacraliser le tabou et permettre à ce que les gens reconsidèrent le sexe dans le sens à pouvoir en parler publiquement et naturellement, afin que ça cesse d'être une situation qui versait dans les grossièretés, mais plutôt dans la communication qui libère les esprits et qui va permettre à cela que les gens se sentent capables de se poser des questions et de chercher à obtenir des réponses à ces questions. Lesquelles questions ne se posent pas maintenant parce qu'il ne faut même pas en parler. C'est pas nécessaire de parler du sexe, soit en public, soit quoi, mais sauf chuchoter entre amis ou bien entre des personnes de même sexe, ou bien lorsque on est en train de draguer, dans le cas de la drague, je veux dire. Alors, professeur, quand vous parlez de sexualité sacrée, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que ce serait différent de ce que nous connaissons de la sexualité? Non, c'est pas différent. Mais sauf que là, on ne prend pas le sexe comme un objet de divertissement. Parce que c'est quelque chose de très sérieux, je dis, c'est le sexe qui nous crée. Sans le sexe, nous ne serons pas là. Alors, donc, il ne saurait être un simple objet de plaisir. Parce que, en règle générale, je ne sais pas si l'homme est plus évolué que les autres bêtes, lui aussi étant un animal comme les autres. Alors, les animaux, en règle générale, s'accouplent lorsque la femelle est en chaleur. C'est-à-dire que le mâle doit avoir à sa disposition beaucoup de femelles, si vous voulez faire l'élevage, et non le contraire. Alors, ça veut dire que si le mâle peut se mettre dans cet accouplement toute la semaine, plusieurs fois, ça sera tout simplement parce que les femelles sont en chaleur plusieurs fois. Parce que c'est quand la femelle est en chaleur que se dégage un parfum. Et c'est ce parfum-là qui aiguise le besoin sexuel du mâle, sans lequel le mâle peut rester dans son coin, sans toutefois avoir besoin de quoi que ce soit. Donc là, les bêtes à ces niveaux, qui sont des animaux comme nous, vivant d'instinct, leur sexualité est productive et non une sexualité de plaisir, tout simplement. Apparemment, l'homme joue des deux côtés, bon, mais beaucoup plus le côté plaisir, divertissement et tout, dans sa sexualité. Mais souvent, il va de soi, c'est que quand vous avez une femme, une épouse ou une amie, suivez le rythme de sa sexualité. Vous, l'homme, n'allez pas à votre rythme. Mais là, il se pose donc un problème. Si vous voulez aller au rythme de la sexualité de l'homme, de la femme, vous n'ayant qu'une seule femme, le problème se pose alors dans ces conditions parce que tout est mis en désordre. Avant, sous les aisselles, sortait un parfum qui mettait l'homme
en état d'érection, simplement. Et cette période où le parfum là, ça se dégageait, la femme était en période de fécondité. Lorsque elle passe de la période d'ovulation vers la période des règles, d'attente des règles, le parfum là disparaissait. Bon, aujourd'hui, avec des genres de toilettes bizarres qui sont venus de l'Occident, meubler la beauté des Africaines, où on ne sait plus si c'est les êtres humains ou c'est des objets, alors le parfum a disparu. L'artificialité a pris corps. La transpiration a même changé avec le njang qu'on met sur la peau et tout. Alors on se retrouve dans une situation où la femme est devenue un bijou mal fichu ou bien fichu. Ça dépend de ses moyens ou bien des moyens qu'on met à sa disposition. Et là, la sexualité n'a plus d'essence. La femme, cette fois-là, est chosifiée, elle devient un jouet. Bon, donc, il faut redresser un peu le discours des religieux, le discours, c'est pas moi, des patriarches qui veulent essayer de mélanger tous ces discours, je vais dire, et ressortir de tout cela la possibilité de faire réfléchir un peu les gens pour que leur intelligence reprenne le dessus sur la simple réflexion. Voilà. Bon, professeur, tout à l'heure, vous aviez fait allusion à la sexualité parlant des bêtes, et l'homme en est une, bien sûr. Et par comparaison, vous avez, non, par, je vais dire, ressemblant, vous avez ramené à l'homme selon, et vous nous avez expliqué la période féconde et autres. Est-ce à dire que la sexualité sacrée serait essentiellement une sexualité qui permettrait de procréer uniquement? Bon, alors je dirais non, parce qu'il faut que pendant les relations sexuelles, on recherche à ce que les énergies quittent le sexe et remontent au niveau du cœur, et partant du deuxième chakra, qui est le chakra sacré, qui est un peu au-dessus du sexe même, alors que l'énergie remonte au niveau du cerveau. Et là, on ne recherche pas le plaisir qui passe par la jouissance ou l'éjaculation, mais on recherche le plaisir qui élève, qui provoque en nous ou en ce couple qui est en activité en ce moment, qui est en action en ce moment, de ressentir comme si ce qu'ils sont en train de faire, de poser comme acte, les élève un peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher à jouir ou à éjaculer, mais on est en train de chercher à atteindre un certain état. Je crois que dans les éditions spécifiques, spécifiquement qu'on va porter sur l'orgasme, à quoi sert l'orgasme sur le plan métaphysique, où on va parler du sperme sur le plan métaphysique et des menstrues, le mélange du sperme et les menstrues, parce qu'il y en a qui font l'amour avec des autres en période de règles. Bon, alors là, tout cela, quand on va y arriver, je crois qu'on va pouvoir, je ne sais pas, ça, c'est juste une promesse. Bon, parce que c'est un sujet très délicat, parce que nous ne sommes pas là pour rigoler ou bien pour parler des grossièretés pour le commun des mortels. Bon, c'est vrai que l'émission a plus de 23 heures, ça ne concerne plus les enfants, c'est les grandes personnes, et c'est aussi vrai que quand c'est pour les grandes personnes, il faut que cette tranche d'antenne, qui est éducative, réponde à sa préoccupation, comme pour dire qu'il faut que les gens se sentent édifiés. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous aviez dit que le sexe nous créait. Et qu'il fallait un moment qu'on nous parle d'abord de sexe avant de nous parler de Dieu et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand vous dites le sexe nous crée? Comment est-ce que... Alors, sans le sexe, on ne serait pas là. Ce serait compliqué pour nous, des communs des mortels, de comprendre le mécanisme qui se cache derrière la relation sexuelle, derrière l'acte sexuel en fait. Parce que
le plaisir nous attire vers le sexe, mais en réalité, ce plaisir rend l'acte court et, disons même parfois précoce chez certains individus. Pourtant, ce serait encore plus agréable d'avoir plus du plaisir, et c'est plus du plaisir là qui d'abord lie les liens de manière profonde entre deux personnes de sexe contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous mettez avec une femme pendant des heures, vous l'homme, ou inversement, vous la femme, et que la femme, par exemple, que vous êtes, vous ne ressentez pas un gêne, c'est-à-dire un mal à cela. Au contraire, ça devient appétissant, ça devient intéressant, ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin que ça s'arrête. Alors que vous êtes à plus de 2 heures du temps en train de s'exprimer sexuellement, alors il va créer en vous plus d'amitié, plus de convivialité, qui va aller même à créer une certaine forme de confiance. Bon, et là, les divorces qui arrivent souvent dans certaines relations n'arrivent pas dans celle-là facilement. Non parce que l'appétit sexuel, non, mais parce qu'il y a eu toujours et toujours, à chaque fois, une certaine forme de communion. Et c'est cette forme de communion qui établit donc la vie sexuelle du couple et qui rend cette vie sexuelle, comment je peux expliquer ça, quelque chose d'énigmatique et qui fait en sorte que on ne réfléchit plus à voir l'autre comme si c'était seulement un homme ou une femme, mais on ressent l'autre, l'un ou l'autre. Vous ressentez parce qu'il y a quelque chose qui vous lie désormais et qui soit différent. Alors cela, ça va donc aller ainsi parce que c'est jusqu'au niveau de la tête, le cœur, la tête, la communion entre la tête et le cœur s'établit à travers cette manière de vous exprimer sexuellement. Mais pour ça, pardon, tout à l'heure vous aviez parlé des chakras qui, pendant l'acte sexuel, vont s'éveiller et unir les deux êtres qui sont en train d'avoir ce rapport. Mais moi, je voudrais savoir, dans des éditions précédentes, vous nous aviez fait comprendre que on travaille à réveiller ces chakras. Alors, est-ce que une personne lambda, c'est-à-dire cette personne-là qui n'a pas fait ce travail, c'est-à-dire que ses chakras sont endormis, si on peut le dire ainsi, et croise aussi quelqu'un qui est exactement comme lui, et décide d'aller ensemble, est-ce qu'on peut dire que lors du rapport qu'ils auront, il y aura effectivement cette union, je sais pas, cette activation Non, c'est un peu difficile. Hein? Si vous faites l'amour avec quelqu'un qui est initié, vous aussi la femme initiée, l'acte sexuel change. Alors, si une femme n'est pas initiée, mais fait l'amour avec quelqu'un d'initié, c'est un autre contact ou bien une autre communion, une autre forme d'échange qui s'établit. Alors, mais si deux personnes non initiées se mettent à faire l'amour, alors c'est vrai que on ne peut pas dire que les gens, parce qu'on prétend dire qu'ils ne sont pas initiés, qu'ils ne peuvent pas faire des choses des initiés, parce qu'en fait, l'initié n'est pas forcément celui qui vient d'être initié. Puisque nous avons des vies successives, puisque nous réincarnons, tu peux avoir été initié lors d'une vie précédente, et qu'au cours de cette vie, tu n'es ni dans les ordres initiatiques, ni dans le christianisme, ni dans l'islam, tu n'es nulle part de ces choses. Tu es comme une âme qui est en train de se reposer,
Et dans ton repos, tu restes initié. Parce que par le passé, tu avais été initié. Et tous les actes que tu poses, que ce soit dans les rapports humains, c'est-à-dire que quand tu es dans un milieu, ta prise de parole, ta manière de faire des choses et tout, laisse en toi quelqu'un de distingué. Fait en toi quelqu'un de distingué. Et c'est traduit aussi dans tout ce que tu fais, le choix de nourriture, l'abstinence à l'alcoolisme et l'accouplement avec votre épouse, ou moins l'acte sexuel pendant vos relations sexuelles avec votre épouse. Tout cela, ça s'est fait différent. De façon à ce que, lorsque votre épouse peut être une personne qui était avec quelqu'un d'autre avant, constate que ça n'a pas été toujours ça. Bon, ou avec des gens avant, parce que on disait dernièrement qu'on se marie plusieurs fois avant de se retrouver avec un seul homme. Souvent chez les femmes, c'est ça. Pendant que les hommes, ils se marient tout le temps, sans même tenir compte qu'elles sont déjà mariées à la maison. À la maison. Voilà. Ben, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de rapport entre initiés et non initiés. Vous avez dit que c'était un rapport d'un autre genre. On a l'habitude, on entend souvent des gens dire que généralement, quand quelqu'un va avec un initié, va avec un non-initié, le plus souvent, c'est pour lui tirer les énergies. Voilà, prendre chez l'autre pour... Voilà. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans ce type de Alors, ça dépend, hein, parce qu'il y a l'initié en magie noire. Si vous tombez sur quelqu'un qui, lui, il va de soi dans tout ce qu'il fait, c'est dans la magie noire. Alors là, il vous puise les énergies, hein, parce que là, quand il fait longtemps sans jouir, sans éjaculer, il peut arriver que c'est pas cadeau. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que c'est difficile à expliquer ce qui se passe souvent lorsqu'on fait les rapports sexuels, que ce soit entre initiés et initiés, que ce soit entre initiés et non initiés, ou des personnes de nature naïve et s'accouplant de manière animale. Bon, la vérité est que le sexe cache un secret. Alors, c'est ça la vérité. Maintenant, si ce secret-là est compris par une personne qui, elle, utilise des atouts qui permettent de quantifier le positif vers elle, comme pour dire de puiser l'énergie chez l'autre, parce que, en fait, si vous posez l'acte pour votre équilibre, parce qu'en fait, l'acte sexuel, dans tous les sens, c'est pour trouver de l'équilibre. Alors, cet équilibre, sur le plan animal, c'est l'éjaculation, c'est une satisfaction comme ça. Alors, on peut parler du plaisir charnel. Mais si cet équilibre prend une dimension spirituelle, hein, où on veut atteindre l'extase, comme si on veut sublimer ses multiples sens, son troisième et son sixième sens et tout, dont on veut réorganiser la circulation de l'énergie en soi. Alors là, le développement des chakras peut donc se produire aussi avec la relation sexuelle. Où vous pouvez partir d'un chakra inférieur vers un chakra supérieur. Mais là, il faut que le sujet avec lequel vous êtes en relation sexuelle soit une personne qui communie avec vous pour du vrai. Parce que c'est trop compliqué. Il faut... Prenons, je donnais l'exemple dernièrement, si une femme est avec vous pour la monogamie et se met totalement à toi, et qu'à un moment donné constate que maintenant, toi tu as les velléités polygamiques,
et que ça agisse sur sa psychologie, sur son mental, alors ça ne sera plus la même relation sexuelle que vous faisiez avant que vous faites. Bon, par contre, par affinité, quelles que soient les circonstances, on peut rester la même personne pendant cette période. Parce que là, je vais relever une situation qui arrive souvent. C'est que quand une femme se fâche, ou un homme, quand l'homme se fâche, il n'est plus possible qu'il soit en érection. Certains hommes. Et régulièrement, les femmes, elles te tournent le dos directement. Parce qu'elle est fâchée. Alors que chez d'autres, quand elle se fâche et que tu réussis à faire l'amour avec elle, tout change. Maintenant, vous pouvez dialoguer. Bon, vous pouvez rester et bavarder normalement, échanger normalement au sujet de ce qui vous a fâché. Ou à défaut, banaliser complètement la situation, redevenir normal, sans rancune, comme si de rien n'était. Bon, alors, c'est dans le cadre des femmes qui, parce que la relation sexuelle renoue l'harmonie, c'est dans ce cadre des femmes-là qu'on peut, avec ce genre de femmes, qu'on peut maintenant communier facilement pour s'élever spirituellement sur le plan sexuel. Sur le plan spirituel. Oui, le plan est divin, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Donc, en attendant que le professeur retrouve ses mots, nous vous proposons en fait la deuxième partie de la chronique et on revient juste après pour la suite des questions. La sexualité sacrée est l'ennemi du tabou. Le tabou entretient une peur permanente qui fait que tout ce qui est sacré doit tomber dans l'oubli parce que il est question de ne pas en parler. Le mal est que on va obliger tout le monde d'avoir peur d'en parler et même d'en pratiquer. Une hégémonie sera mise en place sous le fond de la normalisation de la pensée avec pour outil spécifique religion, école. En analysant l'effet d'une telle hégémonie, on constate que la culture occidentale est fondée sur l'illusion, puisqu'elle est spécifiquement matérialiste. Chez les Occidentaux, Dieu a son opposant, le diable ou Satan. C'est sans doute ce qui leur fait vivre la peur dans le ventre. Ils vont tout faire pour avoir des armes en vue de garantir leur avenir ou de sécuriser leurs acquis. C'est cela, être sûr de gagner un combat. D'ailleurs, il ne cesse de dire que la vie est un combat. La connaissance spirituelle pour du vrai est inconnue dans ces milieux. Chez eux, pour parvenir à une vie équilibrée, il faut mener un combat. Leur spiritualité n'est qu'un acte qui tient à combattre le diable. À l'école, parlant du bien-être, pas question d'enseigner la santé, mais plus essentiellement la médecine en vue de combattre les microbes ou les maladies. Pour ce qui est de la spiritualité à proprement parlant, c'est petit à petit que l'Occident commence à y entrer, à chercher à comprendre ce qu'il en est. C'est grâce à l'arrivée des pratiques spirituelles orientales que les bornes ont bougé. Autrement dit, c'est depuis la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a pu découvrir non seulement la méditation et le yoga, mais aussi ce point de vue inattendu sur la sexualité, à l'occurrence la sexualité sacrée. Une pratique sexuelle qui prend du goût dans les sensations métaphysiques et statiques, et physiques également parce qu'ici, la sexualité participe à la transformation intérieure capable de mener les intéressés à l'éveil de l'être intérieur, en provoquant ainsi une sorte d'état transcendantal permanent au bénéfice du développement des facultés cosmiques internes, restées jusque-là à l'état latent. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau du Monde Inconnu. J'espère que le professeur a eu le temps de retrouver ses mots et son souffle parce qu'on va repartir avec les questions. Professeur, tout à l'heure, avant de passer à la deuxième chronique, vous étiez en train de nous expliquer le rapport entre initiés et non initiés et puis en général les rapports
les rapports sexuels entre les hommes. Mais moi, j'aimerais savoir, on a également l'habitude de dire que quand quelqu'un est initié et qu'il va avec une autre personne qui n'est pas initiée, il y a des risques que lui-même, je ne sais pas si je peux dire, voilà, qu'il perd, je ne sais pas si on peut dire perdre de sa puissance, mais en fait, qu'il se retrouve à un niveau nettement plus bas que celui qu'il avait. Je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, je commence d'abord par dire que je ne suis pas soufflé, mais c'est que le sujet, il faut trouver les mots. Parce que ce n'est pas un sujet vulgaire. Voilà. Bon, donc, là, ça fait qu'on doit l'épuiser à l'intérieur de soi et que cela ne soit pas le cerveau qui te donne les mots, mais plutôt ton cœur. Parce que on réfléchit par le cœur pour ce qui est de la spiritualité ou de la divinité et on réfléchit de la tête pour ce qui est des connaissances livresques. Bon, donc il faut établir cette différence et cela joue beaucoup lorsque on est dans une situation d'éthique où il faut éviter de dire n'importe quoi. Bon, là, heurter la sensibilité. Voilà, et en plus de quoi, il ne faut pas trop mettre les gens dans donner l'impression qu'on sait trop. Non. Il faut donner une bonne impression qui permet à ce que les gens soient bien pris en cela, qui est en cela la possibilité de mieux comprendre ce que c'est qu'on veut vraiment. Alors, on veut quoi? On veut expliquer que le sexe, c'est pas quelque chose pour s'amuser. Il y a des prescriptions sexuelles, par exemple, chez les scientifiques classiques, où en France, on a parlé de 3 fois, une fois par semaine au moins, faire l'amour une fois par semaine, mais maximum 3 fois. Et cela donnait à peu près 21 fois par mois. Bon, ça a été l'objet d'un débat où des missionnaires qui sont des sœurs catholiques, surtout, ce qu'on disait de la prostate chez les missionnaires hommes et chez les missionnaires catholiques, chacun venait dans ce débat intervenir pour dire sa chose. Alors, ce n'est pas de ça qu'il est question forcément, c'est quelque chose de plus que ça. Parce que ce n'est pas un problème de ne pas tomber malade ou de tomber malade. Les maladies peuvent en être aussi question, certainement, dans le cadre des aspects mélancoliques, la déprime et tout. Mais c'est surtout le côté divin, le côté spirituel de la sexualité qui nous intéresse dans le cadre métaphysique en ce qui concerne cette autre édition. Alors, ça veut dire que si une personne, pour répondre maintenant à ta question, on commence à dire ça à la fin de la première partie de la chronique, est initié et fait l'amour avec non-initié. On a dit si cette personne-là, dans ce genre d'initiation, parce qu'en fait, quand on dit initié, dans le vrai sens du terme, c'est quelqu'un qui est un homme affranchi, ou qui est un homme, s'il est en voie d'être initié, qui est en train de vouloir être un homme affranchi. Bon, on entend par un homme affranchi quelqu'un qui n'est plus dans la bassesse, quelqu'un qui n'a peur de rien, parce que au début de cette deuxième partie de la chronique, on dit que le tabou a créé la peur, et la peur est devenue permanente. On trouve cette peur même dans l'éducation, c'est-à-dire l'enfant a peur de ne pas faire l'erreur afin d'être tapé. Alors donc, il ne va pas à l'école pour son intérêt. On ne l'apprend pas à prendre acte ou à prendre corps avec la formation scolaire qu'il est en train de suivre. Mais il va là parce qu'on a donné de l'argent avec papa et papa, en retour, veut voir ce que son argent a produit. Alors, une forme d'égoïsme parce que même sur nos propres progénitures,
on établit le fait de financer l'école pour la joie de raconter partout mon enfant a le doctorat ou bien il a toutes les licences du monde, il a agrégé, il est ceci, il est en Europe, il est finissant, c'est-à-dire tous les genres de discours sur le paraître. Alors donc, tu vois, sexuellement parlant donc, ce n'est pas de cela qu'il est question chez l'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui cherche la voie, qui d'abord dans un premier temps, qui l'amène à communier avec les forces suprêmes, les forces divines. Et c'est cette communion qui va permettre à ce qu'il évolue de l'état de la spiritualité négative où tout le monde est, à la spiritualité positive, et de la spiritualité positive à la divinisation. Donc il pourra devenir divin plus tard. Alors maintenant, tous les actes qu'un initié pose, il doit les poser à l'intérêt du bien. Il doit les poser de manière positive. Mais s'il y a une personne qui est initiée en magie noire et qui doit s'accoupler avec d'autres gens, il peut le faire en une certaine forme de vampirisme sexuel. Alors là, il va donc sucer les énergies de son vis-à-vis, c'est-à-dire de la partenaire. Et là, il se passe une activité sexuelle totalement opposée à ce qui serait peut-être fait par deux personnes non initiées ou deux personnes initiées. Voilà. D'accord. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de quelque chose qui est une question que tout le monde attend. Combien de fois doit-on ou alors peut-on faire l'amour par semaine ou alors par mois? Alors, mais là, ça va selon le genre humain. Si vous êtes femme ou homme, ça ne se passe pas de la même manière. Bon, alors, chez les femmes, vous pouvez tomber sur une femme que chaque jour on doit lui faire l'amour. Alors c'est pourquoi il n'est pas souvent très intéressant que les jeunes filles de moins de 20 ans qui fréquentent encore puissent être en contact avec des personnes rodées dans le domaine sexuel, parce que elle va perdre le nord et elle n'aura plus la possibilité de se concentrer. Parce que ça devra être quelque chose qui se répète et qui doit se répéter tous les jours. Alors, au lieu d'aller à l'école, elle va faire l'école buissonnière en allant chez le copain et en y restant. On trouve ça aussi chez les jeunes hommes, quelqu'un qui vient d'avoir un emploi et qui entre en puberté, un homme, un garçon, et qui, à la fin du mois, entre chez une mamie nyanga qui fait, disons, qui vend, qui a un petit restaurant à domicile. Alors le gars entre par la porte de derrière et dépose son sac au lit, attend le repas là-bas et tout, et en sort de là quand l'argent est fini. Bon, parce que en fait, bien longtemps, étant à l'école et tout, les relations sexuelles n'étaient pas sa tasse d'été. On a d'abord sous surveillance des parents, il faut aller à l'école, il faut apprendre tes leçons et tout. Aujourd'hui, il a eu son travail, il est libre, il n'a plus de contraintes, et puis il se met avec une femme rodée. Naturellement, ça saoule. Et cette manière-là, ce n'est pas l'extase simple, et non métaphysique ou quoi, c'est pas moi quoi, mais c'est l'extase simple. C'est-à-dire, c'est le plaisir de jouir, de réjouir, d'éjaculer, qui atteint un niveau où ça fait comme si, au fur et à mesure que vous faites, ça vous réallume, et ça fait en sorte que, en une journée, vous pouvez passer à l'acte plusieurs fois, pour ne pas dire 4, 5, 6 fois,
au cours de 24 heures et on arrête tout. Même la dame qui fait le restaurant, c'est les autres gens qui s'en occupent. Personne ne comprend ce qui vous arrive, ce qui arrive, quoi. Et puis, là, on est saoulé. Professeur, vous avez dit que, en fait, par rapport aux exemples que vous veniez de donner, à un moment, on est saoulé, tout le reste. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que le fait de se retrouver pour cette femme-là qui voudrait qu'on lui fasse l'amour tous les jours, est-ce que cette régularité ne serait pas, ne tendrait pas vers une sexualité plutôt charnelle qu'une sexualité sacrée? Oui, mais c'est une sexualité charnelle. C'est pas sacré. C'est parce que, disons, c'est beaucoup plus charnel. Mais seulement, on ne sait pas à quel moment on peut dire que c'est seulement charnel. Parce que ce n'est pas des situations qui se répètent avec tout le monde ou bien qui se passent de la même manière avec tout le monde. Parce que c'est dans ce genre de rencontres qu'on trouve une véritable communion. Et cette communion peut entraîner, du moins peut créer, du moins peut être vue dans un autre sens comme étant quelque chose qui apporte même de la chance. Parce que une personne qui est en chômage et qui se retrouve dans les mêmes conditions avec une femme, là maintenant on ne fait pas allusion de la jeunesse seulement ou bien d'être novice dans ce genre d'activité, mais que vous vous retrouvez en train de faire ça et qu'au lendemain de votre rencontre, tu trouves du travail, ta vie s'harmonise, tes relations avec les autres s'améliorent. Bon, on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, le plus souvent dans les actes sexuels où il y a comme si c'était la malice qui faisait fonctionner le couple. J'entends par malice la motivation. C'est-à-dire qu'une fille vient vous voir, vous dit, il faut que cette semaine, ou bien je suis venu chercher l'argent pour faire mes cheveux. Alors tu lui dis, pour faire tes cheveux, c'est combien? Elle dit 15 000. C'est comment ça? Elle dit, mais j'achète des mèches, tel nombre de mèches, j'achète ceci, j'achète cela. Elle t'embrouille dans les calculs, elle veut 15 000, un point trait. Bon, maintenant, toi, tu sais que si tu ne lui donnes pas les 15 000, bon, ce qu'elle t'a promis avant d'arriver, il n'y aura pas ça. Et tu as envie de faire à ce que, tu as envie à ce que, ce que tu as mis dans ta tête, que lorsqu'elle viendra là, tu vas faire ça, que ça se passe comme ça. Alors tu es obligé de commencer à négocier pour lui dire, bon, ok, moi je te donne 10 000. Bon, elle accepte. Et puis maintenant, elle cède. Alors, dans ce genre de relation, si ça se répète comme ça, vous ne gagnez rien dans cette relation. Au contraire, ça ne vous ouvre pas les voies. Si tu es un vendeur, un commerçant, tu es en relation du genre le week-end, dès lundi, personne n'entre dans ta boutique. Ou tous les gens qui entrent, c'est les gens qui viennent faire des réclamations que j'ai acheté les choses sur l'autre jour, tel appareil que j'ai acheté, voilà, c'est tombé en panne. Bon, on regarde même qu'est-ce qu'il y a là comme panne, on ne voit même pas. Mais avant qu'on arrive à déceler qu'il n'y a même pas de panne, qu'il y a un tollé terrible qui met mal à l'aise tout le monde, et peut-être même 2 ou 3 clients voulaient entrer là, c'est la débandade. Alors donc, moi je ne peux pas dire que toutefois on a pu éjaculer, c'est une mauvaise chose, il ne faut pas éjaculer et tout. Nous allons voir ça en détail lors des prochaines éditions. Pour le moment, il faut y aller mollo mollo, parce que quand on va entrer dans la mise en mouvement, les mécanismes vibratoires du côté sacré de l'acte sexuel, bon, je crois que ça permettra à ce qu'on explique ça mieux. D'accord. Professeur, tout à l'heure, vous parlez des conséquences de l'acte sexuel sur une jeune fille qui vient
en fait, qui vient d'entrer dans le domaine, mais qui est accompagné alors qu'il y a un partenaire qui est rodé. Alors, on revient là sur la question de l'âge. À quel âge pensez-vous qu'il faut être entré dans la vie sexuelle? Bon, alors, il y a deux aspects. Si nous parlons de la sexualité sacrée, on peut dire que dès que le fruit est mûr et fendu, il n'est plus interdit, comme on dit souvent. Bon, donc dès que la femme a atteint l'âge de procréer, donc elle voit déjà ses règles et tout, elle est déjà mûre. Donc là, le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsque la femme ne voit pas encore ses règles. On suppose qu'elle n'est pas à maturation. Mais cependant, le problème de puberté se pose. Sauf que il y a la puberté tardive et la puberté, bon, disons, précoce. Bon, on peut le dire. Parce que la puberté précoce, c'est même chez les filles qui ne voient même pas encore les règles et qui agressent les hommes, même pas les hommes de leur âge, mais des gens plus âgés. Parce que moi, je me souviens ce qui se passait, que tu vois une petite fille de 10 ans venir dans ta chambre, enlever les habits, commencer à te toucher, alors que toi, tu es dans le sommeil. Bon, tu te réveilles dans une très grande peur, parce que tu te dis, si ses parents viennent là maintenant, je vais expliquer ça comment. Bon, et lesquels parents, c'est tes protégés, c'est-à-dire c'est les gens avec qui, c'est les gens sur qui tu comptes, parce que tu habites chez eux, mais tu n'es pas parenté à eux. Alors, ou quand bien même tu es parenté, mais ça ne se comprendrait pas qu'on trouve qu'une petite tient votre sexe à main et que vous êtes en train de dormir et qu'une grande personne de côté de la fille arrive là. Alors, donc, il y a aussi cette nature de l'homme, homme avec grand H, qui peut arriver qu'un petit garçon de rien du tout a un assentiment sur le sexe, alors que c'est tellement précoce, voilà. Alors maintenant, le problème la question que tu poses est très compliquée, parce que si une personne est petite en âge, mais d'un tempérament qui lui donne une longueur d'onde, comme pour dire que cette personne ne fait pas son âge. Là, il y a question de réincarnation. On ne saura comment l'expliquer, sauf quand il s'agit de la justice humaine, c'est-à-dire l'avocat ou bien l'église ou quoi. Mais quand nous sommes dans le cadre métaphysique, à expliquer certaines choses et à vouloir les relativiser par rapport à ce qui s'est dit au quartier ou bien ce qui s'est dit à l'école ou dans les églises, ça se complique. Il faut toujours se poser la question pourquoi cette situation peut bien arriver. Donc, je pense que c'est toujours un acte sexuel qu'il faut poser quand on est initié en ressentant l'autre. C'est la seule fois que tu seras tolérable, mais pas par le commun des mortels, mais tolérable par, disons, par les forces divines qui, en fait, nous assistent et qui nous conduisent. Parce qu'il faut être guidé, il faut ressentir, il faut que ça se révèle, que tu ressentes que, bon, mais écoute, ce que tu veux faire, est-ce qu'il faut le faire? Il faut un peu de retenue, quand même. C'est ça aussi, être initié. Voilà. Mais que de se retrouver que tu as plus d'expérience, tu es devant une situation où la femme est naïve, et de par sa naïveté, tu commences à jouer le don géant, ou c'est pas moi quoi, en disant que bon, je suis initié, je vais faire ceci, je vais faire cela pour son intérêt. Non. Il peut arriver que tu détruises sa façon du moins son orientation, son évolution spirituelle même, en posant des actes sans toutefois avoir un peu de retenue, de recul et tout.
D'accord. Donc, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite des questions. L'importance du sexe. Si nous cherchons l'origine de notre existence, nous finissons par découvrir un homme, une femme, un acte sexuel. Ce ne sont pas les théories qui nous ont créés. Ce ne sont pas les hypothèses, ni les concepts, ni les raisonnements qui nous ont créés. Mais c'est le sexe qui nous a créés. Évidemment, cette énergie qui nous a mis sur la scène de l'existence est la seule qui puisse nous transformer radicalement. Lorsque nous rejetons les mystères du sexe, nous rejetons alors le troisième logo. Si nous disions que le sexe est animal, brutal et matérialiste, etc., 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 nous blasphémerions contre l'Esprit Saint. Nous devons nous rappeler que l'énergie sexuelle est la merveilleuse et vivante expression du troisième logos, qui crée et recrée sans cesse. Malheureusement, les gens ont un mental morbide et voient toujours le sexe avec des yeux diaboliques. Autrefois, la sexualité était sacrée. Très intéressant. Pourriez-vous expliquer comment la sexualité était sacrée autrefois? Freud dit dans son œuvre que toutes les religions ont une origine sexuelle. Lorsqu'on étudie les religions des tribus autochtones d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, les dieux et les déesses dans des postures érotiques ou en train de s'accoupler. Le plus intéressant est que ces postures étaient considérées comme sacrées sur la terre des Védas, tandis qu'en Grèce et à Rome, dans les temples de Vesta, de Vénus, d'Aphrodite, d'Isis, etc., les prêtresses exerçaient leur saint sacerdoce sexuel. À cette époque, le phallus n'était pas considéré de manière vulgaire, comme nous le faisons aujourd'hui. Au contraire, on lui rendait un véritable culte. Les grands prêtres d'Égypte ont représenté le grand dieu Ibis de Thoth, avec le membre viril en érection. Monsieur Krumheller raconte que sur le phallus dressé d'Ibis de Thoth était écrite une phrase qui disait « donneur de raison ». En vérité, il existe de nombreuses divinités à caractère sexuel. Shiva, Shakti, Agni en Inde, Legba en Afrique, Vénus, Bacchus, Priape et Dionysos en Grèce et à Rome, etc. Le rite de la circoncision est totalement phallique. La Bible fait aussi de nombreuses allusions à la sexualité. Dans le chant d'Homère à Déméter, dans lequel Homère célèbre l'ancienne Troie et la colère d'Achille, on voit clairement la magie sexuelle servant de pierre angulaire au grand temple d'Éleusis. Dans les cours pavés des temples aztèques, hommes et femmes demeuraient nus longtemps, s'embrassant et se caressant mutuellement et pratiquant la magie sexuelle sans renverser le sémen. Les couples savaient se retirer à temps afin d'éviter l'épanchement du vin sacré. Ceux qui venaient à renverser le vase d'Hermès étaient condamnés à la peine de mort. On leur coupait la tête avec une hache. C'est ainsi qu'ils payaient leur sacrilège. Rappelons-nous le Saint Graal. L'ésotérisme ancien affirme que Jésus a bu le vin sacré dans ce merveilleux calice lors de la dernière scène. Les chevaliers du Moyen-Âge sont partis à la recherche de ce calice. Ils ne l'ont jamais trouvé. Cependant, la coupe qui est remise au vainqueur des Jeux Olympiques est un rappel à la mémoire de cette quête du Saint Graal. Indubitablement, la coupe ou calice ou Saint Graal représente la yoni féminine, les organes sexuels de la femme, l'éternel féminin. La lance avec laquelle Longin blessa le flanc du Seigneur est l'emblème vivant de la force sexuelle. Alors, nous voici de retour sur notre plateau du Monde Inconnu. Professeur, un commentaire par rapport à ce que nous venons de voir avec le fondement de la sexualité dans les églises et les religions, quelle que soit leur provenance. De toute façon, l'homme a toujours accordé l'importance au sexe, quelle que soit la région du monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, partout, le sexe a toujours eu une
place de choix, et surtout dans les religions. Parce que les religions anciennes y accordaient plus d'importance. Et cela a fait en sorte que, sorti de ces temples, le sexe est devenu tabou. Donc le tabou du sexe, en fait, proviendrait du fait qu'on n'arrive pas, ou on n'a plus pu faire la relation entre ce qui se dit dans les temples de ces religions, de ces églises ou de ces religions anciennes de l'époque, et la modernité des langages au fil des années. Alors donc, on peut dire qu'il y avait, comme pour dire qu'il y avait un enseignement lié au sexe qui n'existe plus aujourd'hui. Beaucoup de raisons sont à relever. L'une, c'est la démographie. Alors aujourd'hui, le sexe, c'est un paravent pour gagner de l'argent. Il y a de la pornographie, il y a des filles ou des garçons de café, il y a disons, des cabinets de sexualité où les messieurs qui n'ont plus la possibilité d'aller avec leurs dames, et que les femmes qui n'ont pas le droit de sortir de leur enclos, du moins pas le droit, mais qui ne peuvent pas aller s'exposer dans les hôtels au-delà de leur enclos. Alors eux, ils s'éclipsent comme s'ils allaient en affaires et demandent à des jeunes hommes de venir chez eux pour mettre leur épouse à l'aise. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et puis même les problèmes comment on peut dire, d'impuissance, ou bien ce qui est de la frigidité chez les femmes n'existait pas pour autant de la même manière comme ça se passe aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a d'abord l'alimentation hormonale qui fait que chez certaines femmes, le désir sexuel cesse avec ce mode alimentaire. J'entends par aliment hormonal, c'est des produits alimentaires qui viennent de l'industrie, de l'agroalimentaire aussi, les friandises en quelque sorte aussi. Tout cela fait en sorte que le fonctionnement du système nerveux, soit du petit garçon, soit de la femme, mute. Et là, on a l'éjaculation précoce chez les garçons, et chez les filles, on a la frigidité. L'éjaculation précoce se passe en ce moment-là comme si l'homme, à peine qu'il ait vu la femme, qu'il est déjà éjaculé. Et puis, directement, il y a le dégoût chez l'autre, sa partenaire, qui à un moment donné ne veut plus rien de ces garçons-là. Et puis le gars va de fille en fille jusqu'à se décourager, il se met à se masturber tout simplement. Alors donc il y a plein d'aléas qui n'existaient pas avant, simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a pas une éducation sexuelle digne de ce nom, où il n'y a pas du sérieux par rapport au sexe aujourd'hui par rapport à avant. D'accord. Alors, avec la permission de la technique, on va prendre la page qui est réservée à nos téléspectateurs parce que les messages, il y en a et on revient pour répondre à vos questions. Alors, le premier message est de Signe depuis Yaoundé. Il voudrait savoir, masturbation, est-ce une mauvaise chose? Est-ce une chose diabolique? Alors, je crois qu'on va bien étudier ce problème, parce que moi, je ne veux pas répondre à cette question ce soir. Je ne veux pas... J'ai dit qu'on va parler du côté sacré du sexe, donc on va y aller dans tous les sens. On va faire une émission, on va vraiment s'appesantir sur la masturbation. Et je ne veux pas faire l'avant-goût. Voilà. D'accord. Alors, on a Joe qui nous écrit et il dit,
Bonsoir à vous, j'ai besoin d'aide, je suis trop attirée par le sexe et je ne parviens pas à m'arrêter. Et je le fais à tout moment et la femme aussi ne dit pas non. Que faire? Alors, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à continuer à faire ce que tu fais. Parce que tu as une femme qui veut que tu fasses ce que tu fais. Et il faut continuer à faire ce que tu fais. Sauf qu'il ne faut pas faire ça de manière à... Parce qu'il vaut mieux faire un coup par nuit qui va faire 2-3 heures du temps que de faire plusieurs coups en une nuit de 10 minutes. Bon, je crois que là, c'est que tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc, l'homme que vous êtes, essayez de faire tout pour que quand vous êtes en contact sexuel, que vous y mettez beaucoup de temps avant d'éjaculer, voilà. Alors, Christian, depuis Village, je voudrais savoir quels sont les éléments qui, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas prendre vos appels en direct. Donc, nous vous prions d'envoyer juste les messages et les appels, ça sera soit après ou alors à partir de demain. Alors, Christian disait quels sont les éléments qui ressortent d'une étude métaphysique d'une personne et est-ce qu'il est capable... Est-il possible de s'en sortir dans la vie de chaque jour? L'étude métaphysique, ça vous permet de savoir les hauts et les bas de votre vie, en quelque sorte, ce qui, selon votre date de naissance, est prévu. Et cela, ça peut vous aider à vous en sortir, bien entendu. C'est pour cette raison que ces études sont considérées comme étant des études fiables et scientifiquement vraiment fiables. Alors, que pensez-vous des bébés fabriqués dans les laboratoires? Bon, alors c'est pour satisfaire des personnes qui n'ont pas pu faire des bébés par elles-mêmes, mais ces bébés-là ne sont pas des bébés normaux dans le même sens que les autres bébés qui sont passés par des canaux de la procréation habituelle. Bon, mais quand il évolue dans la société, il n'y a pas une grande différence, donc on ne trouve pas de quoi incriminer cette activité. Alors, bonsoir grand-mère, j'aime votre émission. Au fait, j'ai un souci à propos de l'école. Et comment fait-on pour réussir, comment faire pour réussir mon baccalauréat cette année? Aidez-moi, je vous en supplie. C'est de la part de Danzabé Georges de l'extrême nord. Vous allez appeler hors antenne à ces numéros et on verra pourquoi vous pensez qu'il faut que vous soyez aidé pour votre baccalauréat. Okay. Parce que pour le moment, on ne comprend pas le sens de cette question. Alors, comment fait-on pour bien faire l'amour à une fille? Le message n'est pas signé. Pour faire? Pour bien faire l'amour à une fille. Il faut se maîtriser, c'est tout. Si tu te maîtrises, tu vas bien faire l'amour à une fille. Mais si tu fais le pala-pala ou bien si tu fais comme si tu avais peur qu'elle va fuir, alors qu'elle s'est déjà mise à ta disposition, bon, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, on a... bonsoir, s'il vous plaît, je voudrais savoir si c'est normal de faire l'amour pendant la période de menstru, avoir des rapports non protégés. On va revenir, on va même parler de qu'est-ce que c'est que le rapport protégé dans le sens métaphysique. Nous sommes là pour une série d'éditions. Nous pensons qu'on va décrypter un certain nombre de choses à l'intérêt des téléspectateurs et dans le sens de l'éthique. Et non pour critiquer ce qui se passe dans la société non plus. Alors bonsoir professeur, les populations de Yaoundé font comment pour vous rencontrer? Les populations de Yaoundé ne peuvent pas me rencontrer parce que quand je suis à Yaoundé, la population de Yaoundé ne vient pas. Même quand on prend des rendez-vous avec les gens, ils ne viennent pas me voir. Bon, je reviens à Douala, c'est après que chacun dit qu'il était à un deuil, il était assis, à d'autres même disent rien. Bon, donc moi je ne dis pas aux gens si je suis à Yaoundé ou pas. Bon, si par hasard je suis à Yaoundé, quelqu'un vient, c'est bon. Parce que
le malade qui va vers le traitant, pas le contraire. Donc moi, je ne suis pas là pour la publicité, pour dire aux gens, je suis à Yaoundé ou pas. Non. Si quelqu'un m'appelle, par exemple cette semaine, si je suis à Yaoundé, bon, c'est souvent entre jeudi et samedi qu'on peut être avec moi, mais il faut appeler. Mais si tu appelles, tu viens, tant mieux. Bon, et puis les gens, ils doivent se dire une chose. On ne peut pas voir un patriarche sans la cola ni le vin de palme. Hein? Bon, le vin de palme n'existant pas ni de cola, on met quand même quelque chose dans la poche. En disant que bon, ce type-là, je n'arrive pas comme ça. Pas qu'on paye le téléphone normalement chez les opérateurs téléphoniques et tout, et puis on vient, tu entretiens quelqu'un pendant 3 heures du temps, et puis il te dit pas merci, il ressort. Comme ça, non. Parce qu'il faut souvent que, après avoir parlé, qu'on boive même, ne serait-ce que qu'on suce une orange, quoi. D'accord. Pourquoi pas? Je crois que... Parce qu'il faut que l'Afrique redevienne l'Afrique. On n'a pas besoin que les gens pensent que les choses se passent comme si, bon, c'est un dictionnaire qu'on ouvre facilement ou une encyclopédie. Des distances, les gens appellent, bon, allô, oui, j'ai un problème. Vous êtes en train de vous entretenir avec quelqu'un qui a pris de la peine pour venir vous voir. L'autre est en train de dire, bon, écoute, dites-moi, quand j'ai tel problème, je fais comment? Alors, les recettes qu'on sort comme ça, à qui mieux, sans diagnostic au préalable, sans savoir en fait comment ça a commencé. Moi, je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui est derrière tout ça pour répondre, ou c'est moi qui dois répondre à la place de Dieu, je ne sais pas. Bon, là, franchement, c'est un peu compliqué. Alors, puisqu'on parle de ceux-là qui nous posent leurs problèmes, voilà un. Bonsoir, professeur, j'ai des couches de nuit, poison de nuit depuis longtemps. Je voudrais savoir si vous pouvez trouver une solution à mon problème, puisque rien ne marche dans ma vie. Merci, le message n'est pas signé. Bon, alors, vous avez des couches de nuit, tout ça, il faut faire le diagnostic. Si c'est un problème de sorcellerie ou c'est un problème d'envoûtement, bon, on ne pourra pas vous donner une recette comme ça, sans passer par le pourquoi vous avez ces couches de nuit. Auquel cas, c'est qu'on veut seulement montrer qu'on est trop fort. Et trop fort, souvent, c'est aller vite en besoin et finalement, on ne rend pas service à quelqu'un. D'accord. Alors, il y a Paul qui voudrait savoir, bonsoir docteur, est-ce qu'une personne peut être élevée spirituellement sans sexe? Oui et non. Si on veut être élevé spirituellement sans sexe, c'est qu'on veut faire comme certaines personnes portent les soutanes et ils disent qu'ils sont des gens qui prêchent la bonne nouvelle et dans la bonne nouvelle là, ils prennent des contacts avec les femmes et les filles des gens. Il faut te marier normalement. C'est tout. Ça te coûte quoi? Bon, si tu ne veux pas te marier, il faut que officiellement qu'on sache que bon, tu n'es pas marié, mais tu fais aussi l'affaire là comme tout le monde. Pourquoi pas? Alors, et là, il faut être sérieux par rapport à ça, parce que nous sommes là ce soir pour parler du sérieux de ça, pas de l'amusement qu'on doit se faire d'idées à faire ça n'importe comment. Pas du tout. Alors, bonsoir maître, merci pour tout ce que vous faites pour édifier les peuples. Je veux que vous me définissiez la sexualité sacrée et comment la rendre sacrée, c'est Jean depuis Douala. Alors, on a dit que la sexualité sacrée, c'est d'abord l'art de venir au monde. Par l'amont, on rencontre le sexe et par l'aval, l'amont c'est-à-dire à la conception, on rencontre le sexe et à l'aval, on rencontre le sexe. Donc, le sexe s'ouvre et vous sortez. Alors maintenant, pour retourner à Dieu, pour ceux qui sont créationnistes, il faut utiliser le sexe dans les conditions normales, c'est-à-dire dans les bonnes conditions. Là, à partir de là, vous regagnez la divinité. Et vous pouvez regagner la divinité non en mourant, mais en rentrant dans le ciel de la béatitude, de la communion avec les forces universelles, les forces supérieures, et en cela vous permettre à ce que vous-même vous puissiez vous élever. Alors c'est cette élévation qui va vous amener à vous spiritualiser
petit à petit et finalement à devenir divin. Voilà. Alors, pardon, alors un autre message, est-ce normal la pénétration anale? Le message n'est pas signé. Alors, c'est pas, hein, si c'est la voie idoine pour aller vers l'autre. Bon, sauf si vous voulez devenir homosexuel, parce que ça commence comme ça chez les femmes. Il y a certaines femmes que vous lui faites l'amour par la voie vaginale et puis elles demandent à ce que vous passez aussi par la voie anale. Bon, si vous voulez lui faire du plaisir, ça se passe comme ça, mais moi je ne sais pas, là je ne parle pas du sexe sacré en parlant des choses comme ça, c'est-à-dire enculer une personne n'est pas une sexualité sacrée, parce qu'en fait, là il y a le sexe et le non-sexe. Lorsque on parlait de sexualité, c'est deux sexes. Mais lorsque on parlait de sexualité, un sexe contre une partie du corps ou aux prises avec une autre partie du corps, c'est pas de la sexualité, ça, c'est autre chose. Bon, parce que vous ne pouvez pas prendre le sexe de quelqu'un dans la bouche, vous dites que vous êtes en train de faire l'amour. Non, ou bien vous prenez ça par sous les aisselles, ou entre les seins, parce que vos sexes sont bien bombés et bien costauds. Alors là, le sexe est perd dedans, donc vous dites que vous êtes en train de faire l'amour. Non. Ouais, vous n'êtes pas en train de poser un acte sexuel, bien que il y a un accouplement. Je ne sais pas si ça prend un sens que peut-être c'est l'homme et la femme, mais si c'est l'homme et l'homme, ou la femme et la femme, vraiment, je ne crois pas que c'est une sexualité. Voilà. Moi, personnellement, et puis je ne pense pas du point de vue métaphysique, ça ressemble à quelque chose qui se ferait entre deux personnes de sexe contraire. Alors, comment faire pour savoir qu'on se fait vampiriser sa substance vitale lors d'un rapport sexuel? Alors, on se fait vampiriser lorsque, après un rapport sexuel, vous êtes épuisé, non pour avoir eu vraiment du plaisir, mais pour avoir eu à subir. Bon, c'est-à-dire que tellement le plaisir a semblé être là au début, mais à la fin, vous aviez peiné à supporter tout le temps qu'il y avait à supporter jusqu'à la fin de l'acte, lorsque l'autre marque le point final de ces mouvements. Donc là, ça paraît à quelque chose de pas normal. D'accord. Bon, sauf si vous êtes malade, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas, qui ont le plaisir pendant un début, et puis après, pendant le début de l'acte, je vais dire, mais puis après, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais elles supportent parce que c'est comme ça. Bonsoir le plateau, je vous suis sur le thème depuis la semaine passée, s'il vous plaît. Comment faire pour arrêter d'être un voyeur? Car il y a de cela bien plus de 10 ans, je n'arrive pas à résister. S'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels en direct. Faites des messages et on va prendre la peine de vous apporter des réponses. Alors, je vais reprendre avec le message. Je n'arrive pas à résister à entendre les gémissements de deux personnes qui font l'amour, ni voir des scènes érotiques, au point où je suis à chaque fois tentée d'entrer en masturbation en cherchant toujours à guetter ou à écouter leurs gémissements, surtout quand j'ai pas ma petite amie avec moi. Mais quand je suis avec ma dulcinée, je ne ressens rien de tout ça, ni l'envie excessive de faire l'amour au point où j'ai peur si j'ai pas une maladie. C'est Christian qui nous écrit depuis Yaoundé. Alors, mais là, si je comprends bien, c'est une sensation à part, où il n'y a personne à côté qui fait l'amour et que lui, il est en train de suivre les gémissements, mais ça se passe comme s'il rêvait ou bien comme s'il était en somnambulance, c'est-à-dire demi-sommeil, demi-éveil vif, bon, tout ça. Parce que je ne comprends pas bien sa question. En fait, quand on parle de voyeurs, ce sont ces personnes-là qui, quand peut-être les aînés, au fait, deux personnes sont en train de s'accoupler. Et lui, il est là. Il est à côté, voilà, il guette. Il prête attention. Voilà, il guette. Ouais, non, on faisait ça quand on était petit. Tout à fait. Maintenant, dans son cas, il nous dit qu'il a l'habitude de le faire. Mais quand sa petite amie est avec lui, lui, il n'a pas le plaisir. Il n'a même pas d'envie.
de faire quoi que ce soit avec elle. Bon, alors, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit plus regarder, d'abord chercher à savoir si les gens s'accouplent quelque part ou pas, premier conseil. Alors, deuxième chose, c'est que quand sa petite amie vient, lui, il y a des risques qu'il soit toujours en train de vivre une scène. Mais cette fois-là, comme pour dire que est-ce que c'est ce que je vais faire? Alors, au lieu d'oublier ce que il a l'habitude de vivre pour pouvoir faire ce qu'il a à faire pendant que celle-là est là déjà. Donc l'habitude de suivre, c'est comme une personne qui voit régulièrement les films porno, mais qui, lorsque la femme est là, lui, n'a plus besoin. Donc tellement il a vu les films porno qu'il s'est accoutumé à voir les personnes nues et que la nudité de celle avec qui il serait en phase pour poser l'acte sexuel ne lui dit plus rien. Alors c'est comme les médecins qui font en gynécologie, certains peuvent perdre le goût de se mettre en érection simplement parce que longtemps ayant déshabillé les femmes. C'est pour cette raison que si vous êtes dans cette situation, c'est toi qui dois déshabiller la femme. Bon, comme dans son cas. Ne la laisse pas se déshabiller elle-même. Bon, fais comme si tu es en train de forcer à ce qu'elle se déshabille. Et il faut que, au moment où je parlais de ça, la fille aussi qui est son amie me suive, qu'elle fasse comme si elle résistait un peu à ce qu'on ne la déshabille pas. Oui. Et là, ça va, par fantasme, créer une émulation vibratoire et cela va donc entraîner l'érection, donc l'envie de faire quelque chose parce qu'il y a une résistance. D'accord. Alors, je ne ressens aucun plaisir durant l'acte sexuel et par conséquent pas d'éjaculation. Mais j'ai des couches de nuit au cours desquelles je ressens du plaisir et j'éjacule. Que faire? Là, c'est une femme ou un garçon? C'est un homme qui nous écrit. Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de chercher à savoir pourquoi ces couches de nuit-là sont comme ça. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Ça me paraît un peu bizarre de ne pas étudier le cas et commencer à donner juste une explication. Ce serait un peu bizarre pour moi. Je ne trouve pas ça logique. Je dois comprendre pourquoi ça arrive, chercher la cause première de ça et puis maintenant, on verra la suite. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà. D'accord. Alors, bonsoir le panel, s'il vous plaît, peut-on avoir des vibrations locales au niveau du ventre après des couches de nuit? Si oui, qu'est-ce que cela peut signifier? On a dit ça la dernière fois quand on parlait des couches de nuit, qu'on peut avoir même les marques, vous pouvez même avoir les spermes sur vous. C'est-à-dire, si vous êtes une fille, vous pouvez vraiment avoir une sensation d'avoir joui vous-même et qu'il y a quelque peu comme si il y avait aussi la sémence de l'homme sur vous. Bon, c'est comme des marques qui prouvent qu'il y a eu vraiment un rapport sexuel. Donc, il y a tout cela. Maintenant, il faut simplement chercher à savoir d'où ça vient et pourquoi cela se passe comme ça. Alors, bonsoir, je suis Philomène depuis Dakar au Sénégal. J'ai l'habitude de me masturber. Cela aurait-il un impact sur ma santé ou ma spiritualité? Oui et non. Mais on y reviendra. Vous pouvez vous masturber et ne plus avoir envie de faire l'amour. Normalement, vous vous sentez à l'aise. Mais la masturbation, c'est quelque chose qui peut aussi vous entraîner de ne pas avoir l'équilibre sexuel qu'il faut. Parce que pour bien des cas, beaucoup de gens qui se masturbent finissent toujours par faire l'amour quand la femme vient, surtout chez les garçons. Je ne sais pas comment ça se passe chez les filles. Je ne veux pas dire ce qui se passe chez les filles comme si j'étais en train de bien comprendre ça. Le phénomène de ce côté-là est différent. Mais d'après ce qui s'y rapporte, même les femmes, quand elles viennent d'utiliser des objets pour sa masturbation, si son amant ou son ami vient,
elle ne va pas résister pour autant, elle va céder. Donc là, on peut conclure que c'est la même chose, tant chez l'homme que chez la femme. D'accord. Alors, merci maître. Ma question est la suivante. Comment expliquer un excès de désir? Alors, expliquer l'excès de désir, ça dépend de l'âge. Moi, j'ai dit tout à l'heure, quand on est en puberté, on est en excès de désir. Lorsqu'on est vraiment en puberté, là, on peut faire l'amour toute la journée. Aujourd'hui, on fait l'amour toute la journée de demain, on fait l'amour toute la journée du lendemain pendant 3 jours. Sans toutefois qu'on se rende compte même qu'on est en train de faire quelque chose. Bon, donc, plutôt, ça ne fait que venir. Bon, donc, là, on découvre le sexe et puis ça rend un peu paplé. Bon, mais après cette période, c'est pourquoi on parlait de puberté, après cette période, on commence à faire l'amour normalement. J'entends par normalement, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on ne fait pas, parce qu'on a autre chose à faire. Et là, ça devient comme pour dire qu'on s'est abstenu à l'intérêt de cette autre chose à faire. Mais quand on est en puberté, on peut tout abandonner pour le sexe. Comme une femme qui abandonne la marmite au feu pour un feuilleton. Ça se brûle, la maison prend même feu. Ce n'est pas son problème. Alors, les sapeurs sont là pour éteindre le feu. Voilà. Alors, une question qui est très peu ordinaire. Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal de manger les éponges. Parce que je suis une mère désespérée, car mon enfant n'arrête pas de manger des éponges. Ah oui, mais parce que vous avez pris l'habitude de manger des choses artificielles pendant la grossesse. Boire des produits aux colorants, additifs alimentaires d'un autre genre, qu'il y a comme si un effet mutagène qui se reproduit sur l'enfant au cours de la grossesse et qui fait en sorte que son appétit alimentaire va dans tous les sens. Parce que d'ordinaire, les enfants mangent la terre. Les mots de terre qui passent sous l'air même vont directement dans la bouche. Bon, maintenant, pourquoi? Parce qu'avant, les nourritures venaient du sol. Venaient du sol, c'est-à-dire c'est le sol qui était la première nourriture. Donc on parlait de l'alimentation à base des produits vivriers. Bon, aujourd'hui, les nourritures viennent des usines. Et parmi ces nourritures, il y a par exemple le cas des riz chinois qu'on disait dernièrement, que c'est fait à partir de plastique. Bon, il y a des comprimés qui sont faits à partir du coton et qu'on avale. Bon, et quand on avale ce genre de choses, c'est prouvé aujourd'hui, quand on avale ce genre de choses, sous prétexte qu'on est en train de se traiter et qu'on a un médicament qui a un nom sur l'étiquette, mais alors que ce n'est pas un médicament, puisque si vous mettez ça dans l'eau ou vous laissez pendant un temps, ça se défait. Alors, maintenant, si vous avalez ces choses et que vous prenez la grossesse, sous le coup de la mise en place des cellules du bébé au développement du fœtus, vous pouvez vous retrouver avec un bébé mange tout, un bébé d'un genre extraordinaire. Donc moi, je ne trouve pas que c'est un phénomène étrange. Voilà. Alors, comment soigner les faiblesses sexuelles? Les faiblesses sexuelles se soignent au coup par coup. Bon, sauf ceux qui viennent dans les télés et les radios dire qu'ils ont des produits qui grossissent le sexe, et ils ont des produits qui font bander et tout. Bon, moi je pense que la faiblesse sexuelle, il faut la voir dans tous les sens. C'est une situation psychologique? Par exemple, la déception peut faire, par exemple, quelqu'un qui a une amie, mais que l'amie soit sorti avec son copain ou bien avec quelqu'un d'autre, et qu'il est impuissant pour agir, peut faire à ce que, à chaque fois qu'il est avec une femme, dès qu'il se rappelle de ce qui s'est passé avec son ami, il ne bande pas. Bon, donc en fait, il y a des critères qui peuvent amener à ce qu'on fasse un diagnostic sûr et sérieux pour pouvoir dire, bon voilà, vous avez un problème ou vous n'avez pas un problème. Mais on ne peut pas donner des recettes tant qu'on n'a pas diagnostiqué toute l'information sur qu'est-ce qui s'est passé avant que vous n'arrivez à ce stade. Parce qu'il y a l'hérédité, il y a des gens que
à partir de ses parents, ces histoires-là peuvent lui arriver au cours de sa vie. Donc moi, je pense que c'est pas de nature à commencer à balancer les recettes à la télé n'importe comment. Alors, Alliance depuis Yaoundé voudrait savoir si il est normal de faire l'amour avec son copain à l'approche d'un concours. On a dit aujourd'hui que vous pouvez faire l'amour avec quelqu'un, mais plutôt que ça soit une réussite. Bon, mais tout ça, il faut le remarquer avant, pas quand le concours s'approche. Bon, parce qu'il y a des joueurs de football que quand, à la veille du foot, de la nuit, dans la nuit, à la veille du match, et qui, s'il fait l'amour, sera performant au cours du match. Mais tout ce qu'on leur demanderait, c'est de dormir quand même. Parce qu'il ne faut pas que dans le stade de football, que la fatigue te prenne tout simplement parce que tu es épuisé pour n'avoir pas bien dormi. Alors, bonsoir professeur, le message n'est pas signé. Chaque fois, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, chaque fois que j'entretiens une relation amoureuse avec une fille, le début est toujours brillant, parfait amour et considération sincère, mais elle finit toujours par me quitter d'une manière dont j'ignore la cause. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas fait une étude d'affinité et puis c'est un coup de foudre peut-être qui s'est passé par là. Et c'est normal. Et puis vous pouvez avoir dans votre manière de considérer les rapports dans vos contacts, de n'avoir que les mêmes genres de sujets parce que ce sont vos yeux qui vous trompent. Chaque fois que vous voyez une femme, vous dites, ouais, elle ressemble à Marguerite, ça c'est mon genre. Dès que vous avez alors le même genre qui part toujours, on fait comment? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais avant de conclure, un dernier mot pour ça. Alors, le dernier mot n'existe pas comme pour dire que l'émission, là, on l'a épuisée. Non, on n'a même pas été à la hauteur. Nous allons encore nous préparer parce que le domaine est tellement crucial qu'il faut y revenir et je promets qu'on va y aller dans tous les sens, parce qu'on va parler des menstrues, de l'orgasme, du sperme et tout concernant le sexe et tout cela du domaine métaphysique. D'accord, je pense que cela vous donne une autre raison de nous suivre mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. Nous avions été ravis de vous connaître si nombreux à nous écouter parce que les messages ne cessent pas de pleuvoir. Rassurez-vous, vous aurez des réponses au cours de la semaine. Vous avez également la possibilité de resuivre votre émission sur YouTube. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne matinée qui a déjà commencé parce que nous sommes déjà à minuit. Rendez-vous mardi prochain.